Le SAES, aux côtés des étudiants, maintient la pression sur les autorités pour une reprise des enseignements en présentiel. Nous allons en parler en fin de journal. Aliou Baït à la technique, bienvenue. Le SAES, syndicat autonome de l'enseignement supérieur qui étale sa colère dans l'enceinte de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Journée morte ponctuée par une marche et une visite au niveau des facultés. Le SAES qui réclame la reprise des cours en présentiel met l'État devant ses responsabilités. L'État qui, justement, par la voix du ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Moussa Baldé, a annoncé que l'année universitaire sera bouclée par des cours en ligne, ce que le SAES et les étudiants ne peuvent pas admettre. David Célestin Faye, le secrétaire général national du SAES, au micro de Mamadou-Si. Aujourd'hui, toutes les universités sénégalaises sont réunies à Cheikh Anta Diop pour justement demander la sauvegarde de l'université sénégalaise, de l'enseignement supérieur, face aux dérives en tout cas et au risque de démantèlement de l'enseignement supérieur qui sera provoqué bien évidemment par des décisions incongrues des autorités en ce qui concerne la fermeture. Aujourd'hui, ce que nous demandons, c'est la réouverture immédiate des universités et justement la sécurisation pour que les enseignements puissent se faire, pour que l'on puisse terminer l'année 2022-2023, puisque nous avons fait qu'un seul semestre sur l'année 2022-2023. Et aujourd'hui, le Sénégal accuse une année de retard sur le monde entier à cause de la fermeture. Même les pays qui sont en guerre n'ont pas les universités qui sont fermées. Donc vous avez l'université de Thiès, de Bambey et de Kaolack qui sont fermées. Pour quelle raison? Parce que l'État n'a pas payé les repreneurs, les restaurateurs. Ça, c'est pas une question de sécurité. Donc nous demandons à ce que l'État puisse, justement, puisqu'elles ont une année de retard ces universités-là, que l'État puisse payer les restaurateurs et que les étudiants reviennent. À Cheikh Anta Diop, le motif invoqué c'est quoi? La sécurité. Mais qui doit assurer la sécurité? C'est l'État. Et nous demandons à ce que chacun prenne ses responsabilités. Parce que demain, s'il y a des difficultés, on ne pourra pas dire que le SAES n'a pas alerté. Nous avons assez alerté sur les difficultés et nous ne comprenons pas que cette décision puisse perdurer alors que le Sénégal a déjà perdu une année, a déjà une année de retard sur le monde académique. Donc les enseignants sont là de façon pacifique pour alerter l'opinion nationale et internationale sur les difficultés qu'il y a aujourd'hui à l'enseignement supérieur. Donc le SAES reste ouvert à toutes les discussions possibles, mais aujourd'hui nous voyons que le ministre de l'Enseignement supérieur préfère nous snobber. Il nous snob, il préfère appeler les étudiants à l'heure de cette marche-là pour justement torpiller l'action des enseignants. Mais nous disons aujourd'hui que ce qui nous intéresse, c'est la pédagogie aux professeurs et la politique aux politiciens. Nous disons à la classe politique de façon générale de laisser l'université tranquille pour que l'on puisse finir l'année. David Célestin Faye, le secrétaire général national du SAES, le SAES qui justement avait lancé un appel à manifester dans toutes les universités du pays. Hassan Sek a bien entendu cet appel, la journée morte bien respectée, et comme l'occasion fait le larron, dit l'adage, les syndicalistes en ont profité pour lister d'autres doléances qui concernent l'université Hassan Sek de Ziguinchor, Lamine Ba. Respect des universités publiques. Ils ont marché de l'amphithéâtre à Motiganba au rectorat pour dénoncer la fermeture des universités publiques. Alexandre Colli, coordinateur du SAES section Hassan Sek de Ziguinchor. Cette fermeture est extrêmement grave. C'est que le SAES constate aussi le silence complice du MESRI par rapport à ces universités fermées. Là, les cours en ligne ne peuvent pas prévaloir puisque les cours en présentiel sont essentiels. Les enseignants du SAES ont aussi exigé le respect du protocole d'accord signé avec le gouvernement en janvier 2023. Donc le gouvernement tarde à respecter ce protocole d'accord du 6 janvier 2023. Il y a aussi la question des veuves et des veuves qui tardent à rentrer dans leurs droits. Il faut que le gouvernement signe et règle cette question. La section locale du SAES se dit surprise par les déclarations du ministre de tutelle faisant état d'un achèvement des chantiers du campus pédagogique et social, ce qui n'est pas conforme à la réalité selon elle. Monsieur le Mestri, vous vous trompez lourdement. Ou bien vous avez une méconnaissance concernant les infrastructures, ou bien vous êtes dans la désinformation et la manipulation. On ne peut pas accepter que le Mestri soit complice tout ce qui est en train de se passer dans les universités publiques du Sénégal. Les enseignants du supérieur promettent de suggérer un durcissement du plan d'action national si des solutions ne sont pas trouvées au plus vite. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. À l'UADB, Université Aliou Diop de Bambey, les étudiants qui depuis hier observent la semaine du martyr ont été délogés par la police des tentes qu'ils avaient érigées devant le campus 1. C'était pour exiger la reprise des cours en présentiel. Chassés donc des lieux, ils dénoncent une intimidation qui, selon eux, ne passera pas. Babacar Diouf. C'est le recteur sortant Mahi Diaw qui a signé la réquisition permettant aux éléments de la police d'entrer dans l'enceinte de l'université Aliou Diop pour déloger les étudiants. Oumar Mawassen regrette, il est le président de la coordination des étudiants de Bambey. Ils nous ont demandé de rentrer dans l'université, une chose que nous avons faite, mais quand même malgré cela, ces dernières ont reçu l'autorisation du recteur d'entrer toujours dans l'université et de nous déloger de force. Ce n'est que de l'intimidation, conclut l'étudiant en chef, non sans appeler ses camarades
à la grande mobilisation pour une réouverture des campus de Bambey. Une chose que nous n'allons pas accepter, nous allons continuer le combat jusqu'au bout parce qu'il s'agit d'une cause noble. Nous demandons à l'ensemble des étudiants de nous rejoindre ici à Bambey pour qu'on mène ce combat-là une bonne fois pour toutes et qu'on puisse regagner nos universités parce que c'est notre droit. Même si la mobilisation n'était pas assez forte, les étudiants ont montré leur détermination à en découdre avec les autorités universitaires. Bambey. RFM Babacar Diouf. Babacar Diouf, midi 6 minutes de Dakar à Ziguinchor en passant par Bambey, partout des manifestations au sein des universités. Eh bien, on en parle dans la rubrique Point de vue avec nos deux intervenants. Ce cri du cœur du directeur de l'école Tafsir Demba Sall de Mbour Tefes, plus de 15 élèves de son établissement ont embarqué des pirogues destination Espagne. Il se dit étonné parce que tout simplement ceux qui sont partis font partie des meilleurs élèves de l'école. Ndeye Mati Dieng. C'est l'heure de la descente ici au groupe scolaire Tafsir Demba Sall. L'établissement est en chantier. D'ailleurs, le charretier qui vient déposer du sable ralentit pour éviter ses élèves qui sortent en masse. Le groupe scolaire Tafsir Demba Sall est frappé par le phénomène de l'immigration irrégulière. Le directeur note le départ d'une quinzaine de ses élèves parmi les plus brillants. Daniel Presley Bassène. C'est des élèves en général qui nous quittent à partir du C1 et jusqu'au CM1, ce qui constitue une perte pour l'école parce qu'il y a évidemment de bons élèves qui nous quittent malheureusement et c'est des élèves sur lesquels nous comptons. Face à cette situation, l'intervention des autorités est plus que nécessaire, nous dit-il. Que les autorités fassent le nécessaire parce qu'il y va de l'avenir même de la nation. Pour Daniel Presley Bassène, les parents aussi doivent être davantage sensibilisés. Je lance un appel aux parents. Nous le faisons lors de nos réunions en début d'année. Nous sensibilisons les parents afin qu'ils laissent les enfants poursuivre les études parce que c'est l'avenir de la nation. Nous comptons beaucoup sur eux pour relever les défis de développement et qui nous interpellent au quotidien. Selon quelques témoignages, ces enfants, une fois arrivés en Espagne, sont dans la plupart du temps inscrits dans des écoles espagnoles pour poursuivre leurs études. Ndeye Mati Dieng, Mbour, Radio Futur Média. Ndeye Mati Dieng, cette inquiétude de l'Association des juristes du Sénégal face à la recrudescence des cas de viol et de pédophilie dans la région de Diourbel, il urge aux yeux de la JS d'intensifier la sensibilisation autour de la loi criminalisant le viol et la pédophilie. Les différents acteurs ont été d'ailleurs capacités en ce sens. L'idée est d'assister les victimes à travers une bonne prise en charge. Là-dessus, nous écoutons Aminata Samb, juriste chargé des projets à l'AJS. À Diourbel, on sait qu'il y a beaucoup de cas. La région de Diourbel, nous, AJS, on était là dernièrement pour des affaires de viol à Touba, qu'on a assisté et qu'on a accompagné. Et c'était beaucoup de filles qui ont été victimes de viols, d'abus sexuels. Donc là, ça veut dire que l'empereur est là, les cas sont là et vraiment, il faut qu'on en parle, il faut qu'on essaie de trouver des solutions. Donc, pour la vulgarisation de la loi, parce qu'on sait que cette loi peut-être est votée depuis 2020. On voit que les cas se multiplient du jour au lendemain. Donc, on a besoin de vulgariser parce qu'on croit que peut-être qu'il y a des gens qui ignorent jusqu'à présent l'existence de cette loi et même le contenu de cette loi même avec les sanctions qui ont été durcies. Donc, c'est pourquoi on est là avec ce projet accompagné par l'Union européenne pour sensibiliser, pour vulgariser cette loi. Et ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est un renforcement de capacité, mais il y a aussi des forats qui seront organisés aussi bien dans les publics universitaires que dans la communauté, dans les quartiers et avec les communautés. Comme on le dit, si l'acte est déjà fait, on n'est plus dans la prévention, mais on est dans la prise en charge. Donc c'est pourquoi aujourd'hui on est là avec l'action sociale, la police, les psychologues, les gendarmes, les juges, procureurs, tous les acteurs. Ce qu'on attend des participants, c'est de travailler en synergie, d'accompagner les victimes de violences sexuelles. Donc ce qu'il y a lieu à faire, c'est de favoriser le référencement pour que cette victime puisse avoir une prise en charge adéquate, une prise en charge holistique. Aminata Samb, juriste chargée des projets à l'AJS, propos recueillis par Ali Matoussar, notre correspondante à Diourbel. Midi 10, merci de suivre le journal sur RFM. La suite après ceci. RFM, fréquence de modulation 94.0, la radio en puissance. RFM Midi. Je vous l'annonçais en titre, plusieurs exécutifs locaux sont absents de leur poste, pour la plupart à cause des démêlés avec la justice. Dans certaines mairies, ça tourne au ralenti. L'équipe municipale a du mal à gérer les affaires courantes. C'est le cas à Keur Massar Sud et aux Parcelles Assainies, Anna Rocha. Voilà 3 mois que la mairie des Parcelles Assainies de Dakar ne fonctionne plus normalement.
Le maire Jamil Sané est en détention suite à l'enquête relative à l'entrée de l'avocat Juan Branco dans le territoire sénégalais. Momar Ndiaye, l'un de ses adjoints. Il y a ses adjoints qui assurent l'intérim. Chaque adjoint chapeaute une commission. Il y a une autonomie aussi dans la gestion. Mais la situation n'est pas la même avec l'absence du maire. FERA, c'est un fonds d'entretien routier et aménagement. Les collectivités territoriales, il y a une convention qui lie les communes et l'État central. C'est-à-dire nous recrutons des agents qui sont chargés de nettoyer, d'organiser tout ce qui touche le cadre de vie. Mais ces agents-là, depuis presque 5 mois, n'ont pas perçu leur salaire. L'absence du maire Bilal Diatta a aussi occasionné des désagréments à Keur-Massar Sud. Lui est en prison depuis 8 mois maintenant pour atteinte à la sûreté de l'État. Ousmane Diop est son premier adjoint. Les difficultés, on en a eu tout au début parce qu'il y avait beaucoup de lenteur. Donc, on ne connaissait pas les rouages. La procédure était vraiment trop longue pour nous. On peut, pour tout simplement les affaires courantes, voir le maire 2 à 3 fois d'ailleurs par semaine. C'est pour remettre le courrier, donc pour procéder à la signature. Donc, ce qui veut dire que pour l'instant, vraiment, nous sommes parvenus à surmonter toutes les difficultés qu'on a eues. L'absence des maires ne signifie pas qu'ils ne sont plus maires. Ils le restent puisqu'ils sont élus au suffrage universel direct. Ils peuvent déléguer ou pas leur pouvoir. Anna Rocha, que dit maintenant la loi sur ces cas d'absence? Le Code général des collectivités territoriales prévoit une dissolution ou une délégation spéciale, mais à condition que le non-fonctionnement de la collectivité territoriale en question soit donc attesté. Voici les précisions de Mamadou Diouf, expert en décentralisation. Entre l'article 161, l'article 163 et l'article 164 du Code général des collectivités territoriales, il est prévu effectivement des possibilités de dissolution ou de délégation spéciale. Lorsque le fonctionnement du conseil municipal se révèle durablement impossible, sa dissolution peut être prononcée par décret après avis de la Cour suprême. Donc, il va falloir constater, par exemple, quand le conseil municipal ne se réunit plus. Par exemple, quand on ne vote plus le budget de la commune. Par exemple, quand il n'y a plus d'activité dans la commune, le préfet ou le sous-préfet, représentant de l'État, peut constater à partir de ce moment que le fonctionnement n'est plus garanti et il va signaler effectivement à travers le ministère des collectivités territoriales et voir maintenant les mesures à prendre pour la dissolution ou bien la délégation. Et dans le cas de la délégation spéciale? Quand le maire est absent et que son adjoint gère les affaires courantes et que tout se passe bien, parce qu'au fait, ce qu'on a besoin du maire, c'est d'exécuter les décisions du conseil municipal. C'est-à-dire, quand le premier adjoint peut réunir le conseil municipal, on délibère correctement, le sous-préfet ou le préfet approuve correctement et qu'on exécute les tâches du conseil municipal, il n'y a aucun problème. Tant que le conseil municipal fonctionne correctement, il n'y a pas de péril à la demeure. Le budget se votera. L'exécution entre le conseil municipal et le trésor se fera correctement à travers le secrétaire municipal et celui qui a des délégataires, des signataires et qui effectivement représente le conseil municipal. Les précisions de Mamadou Diouf, expert en décentralisation. 8e forum du COPEGA, le collectif des producteurs et exportateurs de graines d'arachide, qui s'est réuni durant 2 jours à Kaolack en vue du démarrage ce jeudi de la campagne de commercialisation de l'arachide. Les producteurs ont exprimé la nécessité du respect du rabattement des devises et ont plaidé en faveur d'une exportation plus substantielle malgré les défis du moment. Habib Thiam, le président du COPEGA. Ce forum est important parce que nul n'ignore quand même que l'équilibre de la balance commerciale est assuré par le rapatriement des devises. Et que nous aussi, comme nous exportons plus de 100 milliards quand même en valeur absolue, je pense que c'est notre devoir quand même d'interroger tout le monde et d'appeler tout le monde au respect quand même de ces engagements financiers. Et tel que le rapatriement de devises, on est en train de conscientiser tout le monde pour que le respect soit vraiment très manifeste sur le terrain. Et aussi lever les obstacles, les difficultés, surtout le port autonome de Dakar qui est vraiment submergé et qui peut aussi entraver au développement quand même des activités de l'export et que aussi les perspectives aussi cette année-ci compte tenu quand même de la production importante qui est attendue. On a aussi dressé une demande au ministère de l'Agriculture pour quand même exporter quand même un poids assez considérable. Et que c'est l'occasion aussi de discuter des problèmes éventuels qu'on peut avoir au niveau du fret parce qu'aujourd'hui le fret sur le plan mondial diminue. Je pense qu'on devait suivre aussi cette dynamique pour la diminution du fret qui va impacter aussi sur le résultat et aussi pour le producteur. Puis cette année-ci, la production elle est importante
voire 1 700 000 tonnes. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas une opportunité quand même pour pouvoir ralentir les exportations ou bien les bloquer sous aucune forme que ce soit. Je pense qu'on va discuter avec lui. Je pense que j'ai la bonne foi qu'on va trouver une solution objective, mais en premier lieu le producteur. Habib Thiam, le président du COPEGA, donc le collectif des producteurs et exportateurs de graines d'arachide, la campagne de commercialisation de l'arachide qui démarre ce jeudi. Le prix plancher qui a été fixé est de 280 francs CFA. Dara Djolof, une association d'éleveurs qui donne de la voix, exige l'effectivité du code pastoral et du statut du ranch de Doli. C'était une promesse du chef de l'État. Potital Djolof menace d'ailleurs de boycotter la journée nationale de l'élevage prévue à Kaolack cette année si, bien sûr, les deux revendications posées sur la table ne sont pas satisfaites. L'association Potital Djolof était face à la presse. Bayasan Diaw. Des éleveurs regroupés dans une organisation dénommée Potital Djolof interpellent le chef de l'État Macky Sall sur les questions liées au statut du ranch de Doli et du code pastoral. Daouda est leur porte-parole. Le conseil ministériel tenu le 28 décembre 2022 à Tambacounda, à l'occasion de la journée nationale de l'élevage, a adopté ce projet de loi du code pastoral. Potital Djolof encourage à faire voter cette de la journée nationale de l'élevage, a adopté ce projet de loi du code pastoral. Potital Djolof encourage à faire voter cette loi pour être promulguée le plus rapidement possible. Leur principale préoccupation, c'est de voir ces promesses du président de la République se réaliser. Le 26 novembre à Doli, le président a réaffirmé la vocation du ranch pour le développement d'activités pastorales. Potital Djolof et l'ensemble des éleveurs du Sénégal sollicitent la bienveillance du président de la République pour officialiser le nouveau statut du ranch de Doli du Boleitika. Très exigeant pour l'effectivité du code pastoral et du statut du ranch de Doli, ces éleveurs n'écartent pas de boycotter la prochaine journée nationale de l'élevage prévue à Kaolack. Potital Djolof et les organisations de la société civile partenaires projettent de boycotter la journée nationale de l'élevage prévue à Kaolack et d'organiser une grande marche nationale pour que ces revendications soient satisfaites. Les responsables de Potital Djolof sont néanmoins dans une dynamique d'apaisement des tensions notées entre agriculteurs et éleveurs et la meilleure solution reste le code pastoral. Baye Assane Diaw, Dara Djolof, Radio Futur Média. Midi 18 à l'Assemblée nationale. Koumba Sandiane Faye, bonjour. Bonjour Barthélémy Ngom. Le marathon budgétaire dernier jour ce jeudi et les députés ont en face d'eux le ministre des Finances et des Budgets, Mamadou Moustapha Ba. C'est ça, le marathon budgétaire Barthélémy Ngom va être clôturé ce jeudi après plus d'1 mois de travail en commission et puis en séance plénière. C'est le ministre, comme vous l'avez dit, Mamadou Moustapha Ba, qui fait face aux députés qui, depuis le démarrage du marathon, assistent au débat. Donc, Barthélémy, le budget de son département est arrêté à plus de 420 milliards de francs CFA. Les députés se sont préoccupés, entre autres, de la scission des secteurs de l'économie et des finances en 2 ministères distinctifs, en estimant que le regroupement aurait permis d'avoir plus de lisibilité des chiffres avancés. Certains aussi ont magnifié le taux de croissance de 9,2% projeté pour l'année 2024, ce qui traduit non seulement les progrès importants de notre économie, mais aussi sa résilience. Barthélémy, les députés ont parlé de la baisse des subventions de l'énergie. Certains ont estimé que l'électricité coûte très cher au Sénégal et la baisse annoncée des subventions va accentuer les difficultés auxquelles les populations sénégalaises, notamment les ménages démunis, étaient confrontés. Barthélémy, les députés ont relevé la disproportionnalité entre l'important apport de la diaspora estimé à 10% du PIB et la faiblesse des actions menées en sa faveur. Donc, ils ont aussi salué les efforts consentis dans la rationalisation des dépenses. Toutefois, ils ont considéré que ces dernières continuent d'accroître à un rythme soutenu, comme en atteste le taux élevé de la masse salariale. Ils ont demandé le renforcement des mesures de rationalisation. Parallèlement, revenant sur leurs conditions de travail, les députés ont attiré l'attention du ministre
sur la précarité de leur situation. Il a été réitéré la demande d'acquisition de véhicules pour les députés ainsi que la revalorisation de leur traitement financier. Barthélémy Ngom, entre autres préoccupations, beaucoup de questions ont été soulevées. Nous y reviendrons certainement dans les prochaines éditions. Merci Koumba Sandiane Faye en direct de l'Assemblée nationale, le dernier jour donc du marathon budgétaire aujourd'hui, et c'est le ministre des Finances et du Budget, Mamadou Moustapha Ba, qui est face aux députés. Nous revenons ici à la Médina. La Médina qui a été hier le théâtre d'un braquage spectaculaire. Un homme qui détenait un sac contenant une somme conséquente d'argent a échappé belle à un vol. D'après les informations, l'auteur de cet acte a été même appréhendé par la police suite à une course-poursuite. Eh bien, c'est un prétexte pour RFM de s'intéresser à l'insécurité qui sévit au niveau des banques. Certains usagers rencontrés craignent pour leur sécurité et d'autres appellent à plus de vigilance. Oumou Kalsoumli. Cheikh Mbacké est dans sa voiture, juste devant une banque sur la rue 6, angle 15. Il est venu faire une transaction. Ce jeune homme dit être conscient de l'insécurité qui règne dans la ville et prend toujours les devants avant d'entrer dans une institution financière. C'est très difficile quand tu as de l'argent. On ne peut pas suspecter non plus tout le monde. Forcément, déjà quand tu rentres dans la banque, il y a des gens qui sont autour. Tu ne sais pas qui est mal intentionné. Et vraiment pour ça, peut-être pour certains gros montants, demander au sein de la banque de faire escorter la personne jusqu'à sa voiture. Peut-être ça peut être une solution. Sur la même rue, Baïkébé, il est agent de recouvrement. Il dit vivre en permanence dans l'insécurité. Il demande aux autorités de renforcer la sécurité dans les banques. C'est un fléau qui fait ravage dans ce pays. La banque, quand tu viens pour retirer ton argent, on te donne ton argent, tu t'en vas. Donc hors de la banque aussi, est-ce que la banque peut engager sa responsabilité vis-à-vis d'un citoyen qui sort de la banque avec son argent? Donc de cela, c'est l'État qui doit assurer la sécurité des citoyens. Monsieur Nian sort d'une banque de la place, lui invite surtout les usagers à redoubler de vigilance. Souvent, c'est des bandits qui te suivent partout. Ils mettent en place une stratégie pour mieux appréhender leurs cibles. Je conseille vraiment à tout le monde de faire très attention. Pas plus tard qu'hier, la Médina a été le théâtre d'un braquage spectaculaire. Un tireur impliqué dans un incident a blessé un policier, un civil, lors d'une tentative de vol. RFM. L'actualité internationale. Bienvenue, Georges Deke. Merci, Barthélémy Ngom. Encore une prise d'otage au Nigeria. Des hommes armés ont enlevé au moins 8 personnes lors d'une attaque contre la communauté de Danonou dans l'état de Kaduna. L'incident s'est produit mardi, selon le porte-parole de la police de Kaduna. Une enquête est en cours. En Mauritanie, le procès de l'ancien président Mohamed Ould Abdelaziz tire à sa fin. Il est arrivé presque à terme. Il est entré dans sa phase de délibération. Mohamed Diop à Nouakchott. L'ex-président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz et ses 10 co-prévenus, dont ses parents et anciens ministres sous son règne de 2009 à 2019, font face à des accusations d'abus de fonction, de blanchiment d'argent, de trafic d'influence et autres. Le procès débuté le 25 janvier dernier devant la Cour spécialisée dans la lutte contre la corruption est maintenant en phase de délibération. Et conformément au code de procédure pénale, les magistrats et les jurés doivent se retirer dans la chambre des délibérations pour y rester jusqu'à la prise de leur décision. Pour rappel, le parquet avait requis 20 ans de prison ferme pour l'ex-président et des peines de 5 à 10 ans pour les co-prévenus avec confiscation de biens illégaux. Mohamed Ould Abdelaziz a déjà fait l'objet de saisies de biens en mars 2021, des biens estimés par la presse locale à 45 milliards de francs CFA environ. Mohamed Diop, RFM, Nouakchott. Au Mali, l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite a publié son rapport 2022. Près de 190 milliards d'irrégularités financières décelées. L'Office indique avoir transmis plus d'une vingtaine de dossiers à la justice. Zanga Abdoulaye Ouattara. Ces irrégularités financières ont été essentiellement relevées dans les rapports du vérificateur général pour plus de 110 milliards et de l'inspection des finances pour plus de 77 milliards de francs CFA. L'analyse des rapports fait également ressortir 1166 irrégularités administratives. Selon le document, plus de 15 milliards de subventions ont été octroyées à 236 écoles de 2017 à 2021, tandis que 1077 écoles secondaires privées fonctionneraient avec des arrêts présumés faux
défaut. En ce qui concerne la répression, 23 dossiers portant sur plus de 23 milliards de francs CFA d'irrégularité ont été transmis à la justice. À la date du 31 décembre 2022, 2842 déclarations de biens ont été enregistrées par l'OCLEI, mais ces déclarations sont timides, ajoute le document. Enfin, le rapport recommande la mise en place d'un comité anticorruption dans les organismes publics ainsi que la dotation des moyens logistiques, financiers et humains aux juridictions pour mieux diligenter le traitement des dossiers. Zanga Abdoulaye Ouattara Bamako, Radio Futur Média. L'élection présidentielle en République démocratique du Congo, l'Union européenne a annulé sa mission d'observation du scrutin prévu en décembre. L'UE invoque des raisons sécuritaires et logistiques, notamment l'absence des équipements de télécommunication. La guerre au Proche-Orient, Israël et le Hamas ont conclu ce matin un accord de dernière minute pour prolonger la trêve pour un 7e jour. Israël qui a demandé au Hamas de libérer au moins 10 otages par jour pour maintenir le cessez-le-feu a déclaré avoir reçu à la dernière minute une liste de ceux qui seraient libérés ce jeudi. Du coup, Israël a annulé son projet de reprise des combats à l'aube. Le Hamas qui a libéré 16 otages hier a également déclaré que la trêve se poursuivrait pendant un 7e jour. Ce matin, 3 personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées dans une attaque à l'arme à feu contre un arébus par 2 Palestiniens. Ils ont été abattus. Le Hamas a revendiqué l'attaque. La COP28, Georges, qui s'ouvre ce jeudi à Dubaï, c'est aux Émirats Arabes Unis. Financement des énergies renouvelables, réforme du système financier international et taxes carbone sont entre autres sujets qui seront au cœur des négociations qui vont se poursuivre jusqu'au 12 décembre. Fama Dione. La question cruciale du financement de la lutte contre le changement climatique dans les pays les plus pauvres sera à l'ordre du jour. Lors de la COP27, les pays du Sud avaient obtenu la création d'un fonds abondé par les États les plus développés pour les aider à répondre aux conséquences des catastrophes climatiques. Il s'agit notamment de concrétiser ce financement. L'ONU estime les besoins en la matière à au moins 215 milliards de dollars chaque année. Des avancées sont également attendues sur l'enjeu de la transition énergétique, un objectif mondial pour tripler les énergies renouvelables d'ici 2030 a été soutenu par plusieurs parties prenantes en amont de cette COP28. Lors de la conférence de Nairobi en septembre dernier, les États africains avaient appelé les riches pays pollueurs à honorer leur engagement pris en 2009 à fournir 100 milliards de dollars par an en financement climatique d'ici à 2020, ainsi qu'à aider les pays les plus vulnérables à faire face aux impacts immédiats du changement climatique à travers un fonds adopté à la COP27 en Égypte. Il vise pour les nations riches à compenser les pertes et dommages de celles du Sud. Pour rappel, l'Afrique ne contribue qu'entre 2 à 3% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Le continent n'a attiré que 2% des investissements mondiaux de la transition énergétique pendant la décennie écoulée. Le sommet de Nairobi avait appelé à un investissement de 600 milliards de dollars pour accompagner la capacité de production d'énergie renouvelable de l'Afrique de 56 gigawatts en 2022 à au moins 300 gigawatts d'ici à 2030. Le président Macky Sall était à Dubaï pour participer à cette COP28. C'est hier que le chef de l'État a quitté Dakar. Pour terminer, aux États-Unis, l'ancien secrétaire d'État Henry Kissinger n'est plus. Il est décédé hier à l'âge de 100 ans. Henry Kissinger avait reçu le prix Nobel de la paix en 1973 pour avoir mis fin à l'implication américaine dans la guerre du Vietnam. Merci, Georges Détier. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue, débat sur la tension qui règne dans les universités au Sénégal, le SAES aux côtés des étudiants qui maintiennent la pression sur les autorités, pression pour une reprise des enseignements en présentiel. Pour en parler, nous serons avec Alpha Oumarou Ba. C'est lui le coordonnateur du SAES à l'université Hassan Sek de Ziguinchor. Notre deuxième intervenant, le professeur Amsatou Sow Sidibé. RFM Sport. Eh bien, je dois des excuses aux auditeurs qui nous écoutent. Malal Diagne, bonjour. Bonjour, Barthélémy. Dans mes titres, j'ai annoncé Cheikh Tidiane Diagne pour le journal des sports. C'est blanc, bonnet blanc. Eh ben oui, mais c'est Malal en face de moi. Bonjour et bienvenue. Beach Soccer d'abord, Malal, le Sénégal va jouer 2 matchs supplémentaires. C'est ça, avant la Coupe du Monde. Avant la Coupe du Monde, les Lions auront donc 5 matchs de préparation avant cette Coupe du Monde de football. La nouvelle a été annoncée par l'instance fédérale. Sodecham nous résume tout cela.
Bonne nouvelle pour l'équipe nationale de beach soccer. Finalement, les matchs amicaux contre l'Iran sont confirmés, selon le délégué fédéral en charge du football spécifique, Mohamed Samb. Nous avons pu décrocher 3 matchs amicaux à Téhéran contre l'Iran que nous devons jouer entre le 15 et le 23 décembre. Pour le mois de janvier, nous avons pu obtenir aussi 2 matchs avant la Coupe du Monde entre l'Italie le 7 février et l'Argentine le 9 février à Dubaï. Des rencontres amicales qui viennent à point nommé, nous dit le capitaine des Lions du football de sable, Al-Seydine Ndiaye. Ce qu'on revendiquait presque, on l'a maintenant. Ça fait du bien d'avoir des matchs amicaux, donc ça permettra aux coachs de voir certains nouveaux joueurs parce que pour voir leur comportement, parce qu'on ne peut pas aller dans une compétition comme la Coupe du Monde, amener des nouveaux joueurs sans leur voir jouer. Donc ce sera un plus pour nous. Comme on dit, nous les joueurs, donc notre objectif ne change pas. On avait dit donc devant le président de la République, si on a une bonne préparation, donc là où on a mis la Coupe d'Afrique, là, on mettra là-bas la Coupe du Monde. On a cette détermination-là. En attendant le mondial prévu du 15 au 25 février 2024, l'équipe nationale de beach soccer va continuer à affûter ses armes. Les Lions vont quitter Dakar en mi-décembre pour rallier Téhéran, où ils vont disputer les 3 premières rencontres amicales en vue du mondial. Le football en Europe avec l'Europa League, 5e journée. Marseille obligé de chercher le point du nul au minimum pour espérer se qualifier pour le prochain tour. Les Marseillais reçoivent l'équipe de l'Ajax d'Amsterdam au Vélodrome. À Marseille, on a 2 Sénégalais, Eliman et Ismaïla, qui défendent les couleurs phocéennes. Fribourg va jouer contre l'équipe de Olympiakos. Villarreal jouera contre le Panathinaikos. Handball à présent, les Lions attendus en Suède ce jeudi. Pour participer à la prochaine Coupe du Monde, elles vont jouer leur premier match demain. Après avoir participé au tournoi de France où vous avez été battus par la France, puis elles ont pris le meilleur sur le Cameroun. Chérif Ndiaye, délégué fédéral du handball, s'est confié ce matin à Cheikh Diagne. La Coupe du Monde aura lieu du 29 novembre au 17 décembre. Nous sommes en préparation en France depuis le 20 novembre. On a joué le tournoi de France en nous classant 2e derrière la France. Et la préparation s'est bien tenue. Et là, nous sommes en chemin pour l'aéroport pour aller en Suède. Donc nous arrivons aujourd'hui à notre match de demain sera à 18h contre la Croatie. Le Sénégal certainement va aborder ce match en mettant en place les systèmes de jeu qui sont travaillés depuis 10 jours en France et apporter les correctifs parce que notre objectif c'est d'aller au 2e tour. Et le 2e tour, l'objectif principal c'est de battre la Chine pour le 3e match. Donc les premiers matchs c'est des correctifs à faire. Voilà Bart, c'est tout pour le sport. Merci Malal, Diagne Junior. C'est avec Georges Déthié Diop. Braquage à main armée en plein jour à Dakar, oui, une scène de grand banditisme hier à la Médina. L'Observateur résume ainsi cette affaire de vol à l'arraché avec usage d'armes en plein jour. Tribune parle d'une scène digne d'un film Far West. L'Obs raconte que Bamba Ndiaye et son acolyte en fuite sur une moto ont arraché le sac de Mamadou Kandé qui contenait 4 millions de francs CFA. Après avoir tiré sur la victime, ils ont voulu fuir avec le butin et ont été pourchassés par les éléments du GMI positionné sur l'avenue Blaise Diagne. Coincé à la grande mosquée où il s'était réfugié, Bamba dégaine son pistolet sur un agent de la police. Tribune ajoute que les policiers ont fini par neutraliser le suspect. L'affaire de la cocaïne saisie en haute mer, enquête évoque des zones d'ombre. Le journal rapporte que les suspects de nationalité sénégalaise, colombienne, nigériane et bissau-guinéenne ne sont pas pour le moment très loquaces. Ils seront transférés à la Docratis du redoutable commissaire Ndiare Sène. En politique, transparence et sincérité de l'élection présidentielle de 2024, Sud Quotidien affirme que le F24 sonne l'alerte. Le F24 dit avoir noté des irrégularités dans le processus électoral. Entre autres, la nomination des membres de la Sénat, le refus de la Direction générale des élections de remettre des fiches de parrainage à Ousmane Sonko, la non-disponibilité du fichier électoral. Autant de choses qui ont poussé le F24 à demander au gouvernement de garantir une élection présidentielle transparente et apaisée. Ce n'est pas tout. Le F24 va mettre à la disposition des candidats de l'opposition un logiciel anti-doublon externe, ce qui fait dire à Besbi le jour que le F24 change de logiciel. On n'est pas encore à la présidentielle, mais Vox Populi informe qu'une mission de la CEDEAO a débarqué au Sénégal. Elle va rencontrer acteurs politiques et parties prenantes pour établir le consensus nécessaire à un environnement propice à la tenue d'élections pacifiques et crédible. Un coup d'œil dans Source A, ses comptes bancaires saisis et son transfert d'argent
Copar Express anéanti, la trouvaille du parti PASTEF dissous. Pour collecter des fonds, l'ex-PASTEF vend des articles comme les bracelets aux couleurs du parti. Au niveau de la base, les responsables du parti peuvent financer leurs activités de parrainage ou soutenir les militants emprisonnés. Les comptes étant saisis et Copar Express, leur transfert d'argent étant liquidés, ce sont des comités locaux qui sont à la manœuvre dans le cadre de la collecte de ces cours. Source A qui avait par ailleurs écrit que Moustapha Diop, membre de l'ex-parti PASTEF, en fuite était sous bracelet électronique. Ce matin, le journal dit s'être planté. Certes, le membre de la jeunesse patriotique de Pikine a bel et bien fui, mais Source A dit s'être trompé de bonne foi car Moustapha Diop n'a jamais été sous bracelet électronique. D'ailleurs, hier, très tôt dans la matinée, la Source a appelé la rédaction de Source A pour lui en faire la précision. Le journal Source A qui présente ses excuses aux autorités judiciaires et à ses électeurs. À la une du journal Le Quotidien, gestion budgétaire 2021, la Cour des comptes épingle le ministère des Finances et du Budget. Des décrets d'avance pris 2 jours après la LFR2, 5 décrets d'avance non ratifiés. Cette enquête à lire dans l'Observateur, le scandale des gouffres à milliards. Lycée de Sandiara, Université Iba Der Thiam de Thiès, assainissement de la Médina, canal de l'Ouest de Rufisque, route des Niayes, ces chantiers jamais livrés, long retard dans l'exécution, avenant, entre autres, l'étonnante baraka de certains entrepreneurs et la complicité des autorités. Enquête à lire aux pages 4 et 5 de l'Observateur. Pendant ce temps, le journal Les Échos s'intéresse à l'immigration irrégulière et les États-Unis qui sanctionnent les compagnies aériennes passeurs de migrants. Selon le journal, des restrictions de visa sont appliquées aux propriétaires, actionnaires et dirigeants de ces vols charters. À vos kiosques et bonne lecture. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Merci beaucoup Georges Détié Diop. À midi, 37 minutes, place à point de vue. Nous débattons donc sur cette tension qui règne dans les universités. Le SAES, le syndicat autonome de l'enseignement supérieur, aux côtés des étudiants qui maintiennent la pression sur les autorités pour une reprise des enseignements en présentiel. Pour en parler, nous sommes avec Alpha Oumaro Ba. Monsieur Ba, bonjour. Bonjour, M. Ngom. Oui, vous êtes le coordonnateur du SAES à l'université Assane Seck de Ziguinchor. Nous sommes également avec le professeur Amsatou Sow Sidibé. Professeur, bonjour. Bonjour Barthélémy, bonjour M. Ba, bonjour aux auditeurs et auditrices de RFM. Eh bien, merci beaucoup, professeur. Mais professeur, permettez-moi, je donne la parole à M. Ba, le coordonnateur du SAES section Ziguinchor. Vous avez respecté le mot d'ordre de journée morte décrété par le SAES national pour, dites-vous, réclamer la reprise en présentiel des enseignements. Est-ce à dire que vous n'êtes pas trop convaincu de la poursuite? Parce qu'on a entendu le ministre dire que le reste de l'année universitaire, l'année universitaire sera bouclée par des cours en ligne. Vous n'êtes pas convaincu de la faisabilité ou quoi? Oui, en fait, vous me permettrez tout d'abord de saluer le professeur Sidibé, mais aussi corriger un peu, parce qu'en fait, je ne suis pas le coordonnateur de la coordination de l'Université Assane Seck de Ziguinchor, mais je suis membre de la coordination, mais par ailleurs membre du bureau national du SAES. Du SAES, c'est bien précis, merci. Oui, donc pour répondre à votre question, effectivement, on n'est pas du tout prêt à dispenser des enseignements en ligne parce que, il faut le préciser, nos établissements ne sont pas préparés à cela. Il est clair qu'on ne peut pas fermer des universités pour des raisons non avouées et prétendre que finalement les enseignements pour toujours... Avec des raisons non avouées, les autorités, semble-t-il, ont évoqué des raisons de sécurité. Oui, mais à la lumière de ce qui s'est passé à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Mais c'est tout ce qui est tout à fait fallacieux parce que d'abord on attend quand même de l'État d'assurer la sécurité effectivement des universités. Donc ça, c'est une prérogative de l'État. Donc c'est à l'État d'assurer cette sécurité et donc de permettre aux étudiants et aux enseignants de pouvoir véritablement travailler dans des conditions idoines. Je reviens à vous tout à l'heure, monsieur Ba. Professeur, vous suivez depuis lors cette tension qui un peu mine les universités avec ce qui s'est passé à l'UQAD ce matin. Mais vous, quelle est votre position? J'aimerais vous entendre sur ces deux versions, cours en ligne ou cours en présentiel, pour des raisons de sécurité. Vous vous situez de quel côté? Mais Barthélémy, il faut rappeler ce qui s'est passé. Il y a de cela quelques mois, une situation particulièrement grave, une violence inouïe et presque la destruction de l'âme
de l'université. Et quand je parle de l'âme de l'université, je pense aussi à l'âme de toutes ces ressources humaines qui constituent la population sénégalaise. Parce que vous savez, l'enseignement est fondamental. C'est l'enseignement qui fait en fait la personne, quel que soit le type d'enseignement. Alors détruire les dossiers de personnes qui auront besoin fatalement de tous ces documents-là. J'ai trouvé ça particulièrement grave. Et je comprends que la question de la sécurité soit posée. Il n'y a plus de sécurité à l'université, mais ce n'est peut-être pas une raison pour imposer que les cours se fassent en ligne. Parce que vous savez, le fait que les cours se fassent en ligne, c'est surtout une question de moyens. Est-ce qu'au Sénégal, on a les moyens que tous les étudiants aient un ordinateur, que tous les étudiants aient le budget pour la connexion, pour l'électricité? C'est là où le bas blesse. Et donc, je comprends que les enseignants de l'université exigent un enseignement en présentiel. Donc en quelque sorte, vous comprenez les autorités quand elles évoquent des raisons de sécurité, mais parallèlement aussi, vous comprenez les enseignants quand ils demandent aux élèves ou aux autorités pour que les cours se déroulent en présentiel. Mais oui, vous savez... Vous êtes au chevet entre les deux camps. Mais absolument. Je comprends parfaitement l'attitude des universitaires. Et je peux même comprendre l'attitude de beaucoup d'étudiants qui n'osent pas aller là-bas. Par contre, je pense qu'il faudrait que l'État joue son rôle régalien. Vous savez, je veux parler des franchises académiques, des franchises universitaires. Ces franchises-là, ça dit quoi? Ça dit que la police, la gendarmerie ne peut pas entrer dans l'université sans l'accord des autorités académiques. Mais on a dépassé ce stade. Aujourd'hui, l'État doit prendre ses responsabilités et assurer la sécurité dans l'espace universitaire, académique et dans l'espace social. Dans l'espace social. J'aimerais entendre, professeur, vous m'excusez, j'aimerais entendre Alpha Oumarouba justement sur cette question liée à la sécurité, parce que, M. Ba, vous avez demandé aux autorités de prendre leurs responsabilités pour assurer la sécurité au sein des universités, mais le plus souvent, on entend les étudiants évoquer cette question liée à la franchise. Est-ce que ce n'est pas là un problème pour les autorités? Oui, mais si c'est ce problème, s'il y a un problème à ce niveau-là, il faut entamer des discussions. Parce que la loi, c'est une loi, mais oui, il faut aussi discuter avec les partenaires sociaux, discuter avec les enseignants, les acteurs en fait de l'université. Si c'est pour assurer la paix et la sécurité au sein de l'espace, mais toutes les discussions sont possibles. Mais dire de façon unilatérale qu'on ferme les universités pour des raisons de sécurité, c'est un problème. Parce que d'ailleurs, si ces raisons sont fondées, parce qu'il faut abonder dans le même sens que le professeur, oui, les dégâts sont déplorés par tout le monde. Oui, et peut-être même, M. Bass, il y avait des policiers à l'intérieur de l'université, et peut-être on aurait pu éviter ça. Oui, en fait, je dis oui, il faut que déjà l'État montre sa volonté d'assurer cette sécurité. C'est cela. Mais si on dit simplement qu'il n'y a pas de sécurité, parce que même quand il y a eu ces dégâts, quelle est l'enquête qui a été diligentée pour pouvoir situer les responsabilités? Si l'État est véritablement sincère. Donc je pense que s'il est sincère, il devrait depuis lors engager ces enquêtes-là et élucider un peu cela. Donc ce qui veut dire que s'il y a un moyen d'assurer la sécurité, quand bien même cette loi sur les franchises universitaires est là, mais les partenaires sociaux sont tout à fait prêts à discuter. D'accord. Merci beaucoup, Alpha Oumarba. Professeur, je termine avec vous. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant, puisque la situation est un peu confuse? Les autorités restent dans leur position. Le SAES qui mène le combat sur le terrain aux côtés des étudiants. Qu'est-ce qu'il faut faire? Rejoindre la table de négociation pour trouver une solution ou bien? Oui, il faudrait renforcer les pouvoirs du médiateur de l'université. Son pouvoir doit être promu. Parce que le médiateur peut appeler tous les acteurs pour une
une discussion, la discussion dont parle M. Ba. Mais je dis qu'il faut interpeller les acteurs politiques. Hein. Il ne faut pas qu'ils oublient que nos enfants, nos petits-enfants ont un droit fondamental à l'éducation. Ce sont des jeunes qui sont comme des marionnettes tirées par ces acteurs politiques. Et je voudrais aussi interpeller les familles. Il faut que les familles elles-mêmes prennent leurs responsabilités et jouent justement dans ce changement de comportement au niveau de l'université. Nous, dans le temps, nos parents intervenaient quand nous étions à l'université et que nous étions en grève. Nos parents intervenaient. Il ne faut plus qu'on laisse quand même ces enfants à la merci d'acteurs politiques parce que c'est eux qui sont à l'origine de tous ces problèmes-là. Faudrait-il intervenir la politique au sein des universités, c'est ça? Comment? Je ne sais pas, est-ce qu'il ne faudrait pas penser... Oui? Mais les leaders politiques eux-mêmes doivent savoir qu'ils ont une responsabilité et une redevabilité et que nos enfants ont un droit fondamental à l'éducation. Et que nous avons, en tant que population, parce que l'université est une partie de la société, nous avons droit à la sécurité, à la non-violence, à un esprit calme. Et justement, l'université ne peut pas évoluer. Il n'y a pas de réflexion possible tant qu'il n'y a pas ce calme, cette sérénité, cette paix des cœurs et des esprits. D'accord. Merci beaucoup, professeur Amsatou Sow Sidibé. Merci également à Alpha Oumarou Ba, membre du SAES. On vous retrouve tous les deux dans le journal de 13h. C'est dans moins de 14 minutes. Ce sera avec Seydou Nourouba. Mesdames, Messieurs, merci à vous. C'était le midi, présenté par Barthélémy Ngom, mise en onde Aliba, digital Maïssa Mbaye, chef d'édition Awa Mbaye. Merci chez vous. Prenez bien soin de vous. L'info revient donc dans moins de 13 minutes à 13h. Un journal en Wolof. Bonne suite de programme sur la radio Futur Média. Publicité sur RFM. Dis le bonus ba nga kontaan. Orange Money nee na fii ba suba 1er décembre à 8h. saa boo rechargé crédit Orange dalay bonus bu takku. tey bésu Maxit boo rechargé li ko dalee 1500 francs may nañ la